de Made in Cameroun. Et je suis également présidente du bureau exécutif d'une association qui fait dans la protection de l'environnement. Nous plantons les arbres, nous faisons la formation des jeunes pour qu'ils comprennent les enjeux environnementaux et qu'ils participent à sauver notre belle planète. Il y a un phénomène qui, moi, m'impacte particulièrement, ou plutôt m'étonne particulièrement quand je regarde une certaine communauté camerounaise, les Bouddhas. Ils souffrent d'une espèce de, on va dire comment les Camerounais aiment bien s'attaquer à eux. Ils ont un système de fonctionnement qui est assez fascinant. Vous allez voir un jeune Bouddha qui part de son village et puis il est directement envoyé chez un tonton ou un papa, un oncle de la famille, ça peut être proche ou éloigné, mais c'est toujours un membre de sa famille. Il va arriver, il a peut-être 19 ou 20 ans par là. Il va aller vendre dans la boutique ou la quincaillerie de son oncle pendant 3, 4, 5 ans. Et ensuite, au bout de ces 5 années, on va le voir avec, pour ceux qui sont sur le modèle de la quincaillerie, avec un plateau sur la tête, vous allez voir les télécommandes, les tournevis, les petits trucs de quincaillerie là. Et un an plus tard, le petit plateau va se transformer en pousse-pousse. Là, c'est beaucoup plus grand, il a les balais, il a les serre-pieds, il a un ensemble de choses. Et 5 ans plus tard, c'est une boutique sur pied, une quincaillerie. Ce que les autres, les Camerounais d'autres communautés disent, c'est qu'ils entrent dans le fambla, ils entrent dans la sorcellerie. Or, ce que nous autres praticiens, nous observons, c'est qu'il y a un système de transmission d'un savoir-faire, d'un savoir-être et de comment est-ce qu'on cherche l'argent. L'idée, c'est quoi? C'est que lorsque le jeune arrive en ville ou lorsqu'il termine ses études, il a peut-être reçu un ensemble de formations, mais en ce qui concerne le fait de chercher l'argent, il n'a absolument aucune connaissance, il n'a pas de savoir-faire, il n'a pas de pratique, rien. Le fait d'aller maintenant vivre avec l'oncle en question, travailler pour l'oncle pour ne recevoir pour seul salaire que la nourriture et le logement qu'on lui accorde, lui permet de gagner en expérience, lui permet de gagner en expertise, lui permet de bénéficier du savoir-faire et du savoir-être de l'oncle en question. Parce qu'il l'amène à tout gérer, à voir comment il gère avec ses fournisseurs, voir comment il négocie avec les banques, voir comment il gère les employés. À un moment, quand il arrive, il est là, il peut prendre un objet, il donne. À un autre, quand vous arrivez, il est assis à la caisse, il est assis à la boutique. Il est passé par tous les démembrements de la boutique. Et le gars sait donc précisément comment est-ce qu'on fait pour créer de la richesse en partant d'un petit financement ou en partant d'une petite structure ou en partant d'un petit investissement. Comment partir du plateau sur la tête pour arriver à une grosse quincaillerie? On en voit beaucoup dehors. C'est un système de formation qui existait déjà en Afrique avant que les Blancs n'arrivent et nous disent que non, c'est pas censé marcher comme ça. Eux, ils connaissent comment ça marche et pas nous. Ce qui se passait, c'est quoi? C'est que lorsque dans une société, un parent décidait que son fils allait devenir forgeron, à 12, 13, 14 ans, il envoyait l'enfant vivre avec le plus grand forgeron du village. Quand l'enfant sortait de là, 4 ans plus tard, l'enfant avait acquis le maximum de savoir-faire possible pour devenir à son tour le meilleur forgeron du village. Et là, on s'assurait que le savoir-faire était transmis de génération en génération pour que les corps de métier gardent leur expertise, leur expérience et leur savoir-faire. On a un peu fragmenté tout cela. On nous a dit que non, maintenant, il faut d'abord apprendre à lire, apprendre à compter jusqu'à 1 milliard, apprendre l'alphabet grec et l'alphabet romain qui ne nous sert absolument à rien. Et on se retrouve avec le problème qu'on a aujourd'hui. Yacine, est-ce que tu me suis? OK. On se retrouve avec le problème qu'on a aujourd'hui. On a répertorié une petite vidéo qui nous fait un petit diagnostic de la situation actuelle de la jeunesse en Afrique et nous vous prions d'être très attentifs. Mettez-moi
Mettez-vous à la place d'un jeune étudiant camerounais qu'on va appeler Owona. Owona a un master en langue, littérature et civilisation. Owona. Owona a un master en langue, littérature et civilisation germanique, obtenu à l'université de Yaoundé 1. À 26 ans, il n'a toujours pas d'emploi. Il a essayé la traductologie et même des ONG allemandes. Enfin, Owona a donc décidé de poursuivre ses études jusqu'au doctorat en espérant obtenir une bourse pour aller en Allemagne. Mais en attendant, il vend des habits de seconde main et parfois de la papaye. L'histoire de Owona est semblable à des milliers d'autres Africains. Des jeunes qui font de longues études dans des filières aux débouchés incertains pour finalement terminer au chômage ou dans une activité qui n'a rien à voir avec leur formation universitaire. On va les appeler des formés pour chômer. Et ils sont partout sur le continent. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Selon les enquêtes emploi réalisées entre 2012 et 2016, environ 80% des personnes en activité y ont un emploi qui ne correspond pas à leur formation. Et plus de la moitié ont une formation qui ne leur permet pas d'accéder à un premier emploi. Les résultats que nous avons trouvés, c'est que plus le diplôme augmente, plus le chômage augmente. Et ça, c'est paradoxal, ça va à l'encontre de la théorie du capital humain et ça nous intrigue tous. Même paradoxe au Cameroun. Lorsqu'on observe notre administration, on se rend compte que la plupart des personnes qui nous administrent exercent dans des ministères qui ne correspondent parfois pas à leur formation académique. On l'observe aussi lors des entretiens de recrutement, où très récemment, par exemple, j'observais un ingénieur qui postulait pour être commercial ou tout simplement des comptables qui postulent pour être assistant de direction. Cela s'appelle inadéquation compétence-emploi. Et le professeur Clément Quadiou nous en explique les causes. Une des causes, c'est la structure de l'économie. La deuxième cause, ça pourrait être le système de formation qui ne fonctionne pas totalement en synergie avec le système productif. Nous y voilà. Commençons donc par le système de formation. Nous avons un modèle de formation calqué sur le modèle français où le contenu théorique de la formation est beaucoup plus élevé que le contenu pratique. Et cela pose un problème qui crée un décalage entre l'éducation-formation et le marché de l'emploi. Le problème qui se pose, c'est que plus de 60 ans après les indépendances, l'environnement a changé, la démographie a changé, la structuration économique a changé, mais l'école est restée dans le même objectif initial et est censée former les cadres de l'administration et des ouvriers qui allaient travailler dans des usines. Je vous explique. Pour mieux administrer leurs colonies, les puissances comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni ont mis en place des systèmes éducatifs pour un besoin bien précis. C'était d'avoir des exécutants et des ouvriers parce que ce sont des personnes qui contrôlaient le système économique en majorité et ils avaient donc besoin que les personnes qui sortent de l'école puissent venir dans leurs usines, dans leurs industries, leur permettre de pouvoir produire davantage de la richesse. Et une fois leurs études terminées, ces personnes étaient insérées directement dans la fonction publique ou affectées dans des usines existantes. À cette époque, ça fonctionnait très bien. Pourquoi? Parce que déjà, la population n'était pas très importante. Et surtout, lorsqu'on sortait de l'école directement, on avait un canevas qui était tracé. Le problème, c'est que depuis, les choses ont changé. Le système éducatif, lui, pas vraiment. Dans un pays comme le Cameroun, l'administration a une capacité maximale qui tourne autour de 300 000 personnes. Et lorsqu'on observe les jeunes qui sont dans les universités, qui sont évalués à plus de 500 000 par an, on se rend donc compte que l'État ne peut pas recruter tout le monde. Ça entraîne donc une inadéquation entre le marché de l'emploi d'une part et la formation académique qui ne correspond plus aux enjeux de notre siècle. Je vais vous prendre un exemple simple. En 2010, le Cameroun comptait un médecin pour 10 000 habitants. C'est l'un des pays africains qui traverse une grave crise de ressources humaines dans le domaine de la santé. Mais chaque année, l'université de Yaoundé 1 admet, sur concours, en moyenne 140 étudiants en médecine générale. Tandis que la même université enregistre, tenez-vous bien, environ 2000 étudiants en langue, littérature et civilisation germanique. Pourquoi une université publique d'un pays qui a autant besoin de médecins préfère former 14 fois plus de spécialistes de langue allemande que de médecins? Où est la logique? Et je ne vous parle même pas du nombre d'étudiants formés en littérature française et anglaise. À quoi vont servir tous ces diplômés en langue étrangère alors même que les langues locales s'éteignent et que les jeunes Camerounais sont de plus en plus acculturés? Une langue, ce n'est pas juste un moyen d'échanger et de discuter. C'est aussi un système de pensée. C'est aussi une vision de la vie et une vision de l'environnement dans lequel nous sommes. Et donc, tout au long du cursus académique, on est en plus moulé dans le système de pensée des autres. Tenez, moi par exemple,
J'ai fait toutes mes études secondaires et universitaires au Cameroun. Pourtant, de la seconde à la terminale, je faisais la série littéraire à 4 espagnol. Sí, también hablo español, pero no puedo decir ni una simple frase en fufulde o bagante, dos de las más de 200 lenguas de Camerún. And I'm not even French, British or Spanish. Ish. Par contre, il ne dit pas que c'est mauvais d'enseigner les langues étrangères. Mais quand les 4 langues sur lesquelles votre système éducatif est basé sont toutes étrangères, là, il y a un gros souci. Le problème que ça pose, c'est quoi? C'est que, en fait, dans nos programmes éducatifs, il existe des notions qui nous poussent à préférer ce qui vient d'ailleurs. Je vais prendre un exemple. Vous allez voir des enfants qui sont à la maternelle, on va leur demander de colorier des fraises. On va leur demander de colorier la Tour Eiffel. On va leur demander de colorier les Champs-Élysées. En fait, de façon subliminale, on est en train de les pousser à aimer des choses qu'on ne retrouve pas chez eux. Et après, on s'étonnera de voir des jeunes qui, une fois sortis de l'école, rêvent non pas de rester et résoudre les problèmes de leur pays, mais plutôt d'aller travailler en Europe. L'auteur camerounais Prince Koumane Doumbé III les appelle des diplômés illettrés, ou comme aime les appeler Claudel Loubissi, des jeunes qui souffrent de diplomite. Nous avons un système éducatif qui nous donne les diplômes, mais qui ne nous donne pas la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sortent de l'école, ils se vantent d'être docteurs en ceci, docteurs en cela, professeurs en ceci, mais lorsque vous discutez avec eux, vous vous rendez compte qu'ils manquent profondément de connaissances, ils manquent profondément de consistance intellectuelle. Et donc, finalement, on a des gens qui ont fait de longues études, mais dans des filières et des moules dont le système productif local n'a pas besoin. En Côte d'Ivoire, on note par exemple une offre de formation avec une surreprésentation de matières littéraires, alors que les sciences humaines ne correspondent ni aux besoins économiques, ni au secteur qui embauche. Et cela se manifeste sous plusieurs formes. La suréducation, la sous-compétence, la surcompétence et bien d'autres formes. On peut même mentionner la surqualification ou les déficits de compétences, les pénuries de compétences. Résultat, le système productif peine à recruter des compétences techniques et locales spécialisées, notamment dans le secteur industriel, ce qui a un impact direct sur le développement de projets et l'attraction des investissements. Or, les nouveaux diplômés espèrent tous travailler dans le secteur formel sur lequel est structurée l'économie, un secteur formel qui ne peut plus les embaucher. Le système productif crée insuffisamment d'emplois. 93,6% des emplois sont informels, donc finalement c'est 6,4% des emplois qui se retrouvent dans le secteur formel. Ce qui veut dire que le système productif et le système de formation ne s'adaptent pas à l'évolution rapide des technologies et des nouveaux métiers. Ils sont restés figés dans le passé. La technologie évolue beaucoup plus rapidement. Donc très souvent, à peine les jeunes finissent leur formation que les techniques de production ont évolué, ont changé. Donc à peine vous finissez votre formation, vous avez votre diplôme, vous êtes dépassé sur le marché. Votre formation est obsolète. Conséquence, ceux et celles qui ne trouvent pas d'emploi dans le secteur formel vont à leur tour se diriger vers le secteur informel ou aller à l'étranger. Et c'est justement ce que constatait le journaliste Benjamin Paul en 2017. Certains diplômés optent pour l'émigration, mais la majorité se tourne vers le système D. Entendez système débrouillardise. Ou alors ils se rabattent sur des emplois qui nécessitent un niveau de formation moins élevé. Ce qu'on appelait le déclassement ou la dévalorisation des diplômes. Pour des concours qui nécessitent le bac, vous verrez des jeunes qui ont le master ou la licence. Pour des concours qui nécessitent le BPC, vous verrez des jeunes qui viennent postuler à ce concours avec le bac et même des licences, des diplômes universitaires. Selon le professeur Kouakou, cela pousse ces jeunes diplômés vers la pauvreté laborieuse, c'est-à-dire les gens travaillent, mais ils ont des situations de vie quand même calamiteuses, ils ne sont pas assez épanouis, ils n'arrivent pas à vivre décemment du fruit de leur effort. Voilà, c'est la pauvreté multidimensionnelle. Et puis le tout, c'est l'accroissement de la vulnérabilité. C'est-à-dire pauvre, extrêmement pauvre, parce qu'on n'arrive pas à occuper un emploi de qualité. D'où la nécessité de décoloniser l'enseignement et de restructurer le système économique. Le CREMID propose également de mettre en place un observatoire des métiers de formation et de l'emploi, d'initier des stages obligatoires dans l'enseignement général, de créer des structures d'orientation professionnelle et d'aider à l'insertion. En 1992, lorsque le marché du tabac a été libéralisé, il y avait des structures étatiques qui conduisaient et réalisaient des études de trajectoire professionnelle. Et ces études de trajectoire professionnelle permettaient de déceler les filières saturées, les filières pourvoyeuses d'emploi et puis les filières qui ne sont plus rentables. Claudel Loubissi, lui, pense qu'il faut aller encore plus loin.
Pour que les choses changent, nous devons avoir des personnes qui dirigent nos pays qui soient suffisamment courageuses. Courageuses dans le sens de prendre des décisions qui doivent permettre de pouvoir contribuer au développement de notre pays sur le plan économique, déjà en permettant aux citoyens de pouvoir créer de la richesse et en mettant sur pied un environnement qui permet à ces citoyens-là de créer la richesse de la manière la plus adéquate et la manière la plus conviviale. Ce qui, selon lui, passe par la réappropriation des cultures et de l'histoire africaine et la sensibilisation des générations post-indépendance. Il faut parler de l'entrepreneuriat, il faut parler du patriotisme, il faut parler de notre histoire. À force de le faire, ça va permettre de faire émerger une génération d'Africains qui comprennent les enjeux et qui travaillent au quotidien pour pouvoir apporter des solutions qui vont permettre de contribuer au développement du Cameroun, qui cette fois est juste notre quartier, et de l'Afrique, qui représente notre réel pays. À quand la suppression des facultés caduques et inutiles? À quand l'école des métiers, qui servent mieux les besoins des sociétés africaines? Parlant justement de système productif et de système économique qu'il faut restructurer, je vous recommande notre vidéo « Besoin d'argent et si on le créait ?» Et pour vous abonner à notre chaîne AG+ Français, c'est là. Merci, Yacine. Donc, comme je disais, avant, quand on a inventé l'éducation, il n'y avait que les Mounafo Bobo qui y avaient droit. C'était les fils d'aristocrates, les fils de grands notables, les princes. Et ce sont les prêtres qui leur inculquaient cela. Ils leur apprenaient la philosophie parce qu'il fallait que les gars sachent penser. C'est ça le fondement de l'éducation. Ils leur apprenaient les mathématiques, ils leur apprenaient la théologie, ils leur apprenaient un peu de notions d'économie. Mais c'était tout. Et vous voyez, c'est tout ce qu'il leur fallait à ces fils d'aristocrates et à ces princes pour pouvoir diriger la masse qui n'avait absolument pas besoin d'être éduquée. Maintenant, avec les révolutions scientifiques, il a fallu qu'on éduque la masse, mais il fallait choisir avec prudence quelle éducation donner à la masse. C'est la information. Qu'est-ce qui se passe à l'école? C'est celui qui retient le mieux qui réussit. Pas celui qui comprend le mieux, mais celui qui sait le mieux retenir qui réussit. On vous dit, si vous avez un système d'équation à deux inconnus, il faut absolument utiliser le pivot de Gauss. Si tu utilises le pivot de Gauss, même si tu as la même solution que tes camarades, on te dit non, c'est faux. Tu devais utiliser le pivot de Gauss. À l'école, je haïssais les mathématiques particulièrement. C'était ma bête noire. Bien que ce n'est pas que j'étais bête dessus, mais quand je faisais les efforts, je comprenais. Mais je ne voulais pas. Entre la première et la terminale, j'ai eu le probatoire avec 6,5 en maths et le bac avec 6,5 en maths. J'ai fait la A, A4 espagnol, comme le gars de la vidéo. Donc, 6,5 en maths et 6,5 en maths. L'idée, c'était quoi? C'est que je savais que les épreuves venaient toujours pareil. Le premier exercice, la première question, sa réponse était dans la deuxième question. La deuxième question, sa réponse était dans la troisième question. La troisième question, sa réponse était dans la quatrième et le tout faisait 6 et madame, avait la même réponse que ma voisine, mais vous lui avez mis 6 points et pas moi. Elle me dit non, j'ai enseigné une méthode quand tu n'étais pas là parce qu'en terminale, je manquais les cours et à la fin de l'année, on m'a viré parce que j'avais 49 en absence. Elle me dit, en fait, quand tu n'étais pas là, puisque tu n'es pas souvent à l'école, j'ai enseigné la méthode par laquelle il fallait résoudre le problème. Et donc, elle a utilisé la méthode et pas toi. J'ai dit, mais j'ai trouvé. Elle me dit, non, non, tu devais utiliser la méthode. Donc, voilà comment l'école nous transmet des informations qu'on nous oblige à utiliser, qui fait qu'au final, le cerveau devient totalement congelé. Le troisième élément qui fait en sorte que l'école soit un limite du système, c'est que la spiritualité est un élément fondamental. Le fait d'être connecté avec les autres est un élément fondamental. Il faut remettre ça. Nous avons trop copié sur eux. Il faut pouvoir remettre ça au bout du jour, retransmettre cela à la génération présente et mettre les bases pour que ça puisse être transmis aux générations futures. Ensuite,
Pour les modules en commun, bien sûr, ça concerne à la fois les entrepreneurs et les cadres de mise en œuvre. Maintenant, on a pour les entrepreneurs une autre étape, la deuxième étape, qui concerne la formation par un mentor. Ça prend 10 mois. Les modules en commun, c'est 1 mois. La formation par les mentors prend 10 mois. En économie du savoir, on nous dit qu'il y a des étapes. Pour pouvoir être un professionnel dans un métier, vous devez avoir fait au minimum 3000 heures de travail. 3000 heures de travail pour vous dire professionnel. Maintenant, pour être un expert dans un métier, il faut 10 000 heures de travail. Le mentorat, c'est pour les experts. L'idée de mettre le jeune dans un système de mentorat auprès d'un mentor pour qu'il puisse faire 10 mois, c'est pour être sûr qu'on va au moins avoisiner les 3000 heures. Et tout au long du processus, l'apprenant, ou plutôt le menti, reçoit un salaire minimal qui lui permet en fonction des discussions avec les partenaires qu'on a à 50 000, c'est-à-dire ce sera une formation subventionnée. Nous allons, comme quelqu'un dit souvent, payer en œuvre, ce sera le même système. Si vous faites ressources humaines, on sait qu'on vous place dans une entreprise, dans le département de ressources humaines, où vous allez vous faire former à la technique de la pratique des ressources humaines. Vous allez vous faire former à comment est-ce qu'un responsable de ressources humaines forme de manière continue les gens qui travaillent là, comment il embauche, comment il mène les interviews, comment il recrute, comment il renvoie, bien que ce ne soit pas la meilleure partie du travail. Mais l'idée étant d'acquérir tout ce qu'il fait, de savoir faire tout ce qu'il fait, parce que à l'étape qui suit, c'est-à-dire à l'étape 3, il y a la mise en œuvre de la formation. Pour ceux qui sont dans la logique de l'entrepreneuriat, il faut faire un test pour être dans ce sillage-là. Ceux-là vont mettre leur formation en valeur à travers un projet. Vous avez un projet, nous finançons la version alpha, c'est-à-dire le produit minimum viable, la version 1 du projet, la version qui prend le moins d'argent. Financer la version alpha, c'est mettre, je ne sais pas, 5 millions dans un projet qui est censé coûter à terme 3 milliards de francs CFA. Mettre le minimum, lancer le projet, voir comment le marché réagit sur 2 ans, voir comment le porteur de projet rassemble son équipe, crée tout ça. Et tout ce temps, il est accompagné justement par les jeunes par les cadres de mise en œuvre, qui ont été formés pendant 10 mois pour faire les éléments connexes au travail de l'entrepreneur. Puisque quand on est un entrepreneur, quand on est un manager, le rôle est de planifier, déléguer, contrôler. Maintenant, il faut l'état-major qui assure que quand vous avez planifié et délégué, ils aient fait le travail afin que le contrôle montre que effectivement le travail a été fait. Yacine? À la suite de cette formation, autant pour les entrepreneurs que pour les cadres de mise en œuvre, les résultats que nous attendons, c'est sur 2 plans. C'est sur le plan qualitatif. Sur le plan quantitatif, nous voulons créer, au bout de 5 ans, 5000 entreprises pérennes. Une entreprise pérenne, c'est quoi? C'est fondamentalement une entreprise qui repose sur un système. Une entreprise qui a sa façon de fonctionner et dans laquelle, si on enlève même la tête du projet, le porteur du projet, et qu'on le remplace par quelqu'un d'autre, que le projet ne souffre de rien, que l'entreprise puisse continuer à fonctionner et même avoir plus de résultats. C'est vrai que dans le contexte de l'Afrique francophone, on aime bien être le sultan dans son entreprise, le chef, le CEO, on voit un peu ça partout sur Facebook, oh, CEO de ci, CEO de ça, les CEO des entreprises qui sont dans les sacs. C'est vrai qu'on aime bien ça, avoir son nom dessus, même quand on construit l'immeuble, c'est immeuble Zefang et Fils, ou quand on a une entreprise, c'est Zico et Fils. L'idée, c'est qu'il faut pouvoir dépasser cette étape-là.
on regarde les grandes structures qu'on a, si vous avez vous prenez une structure, je dis n'importe quoi, Facebook, c'est ce qu'on connaît le mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Zuckerberg a créé le truc, a créé l'application, c'était super, à Stanford. Ensuite, il entre en contact avec celui qui l'aide à vendre cela, parce qu'il faut toujours quelqu'un qui conçoit et quelqu'un qui sache vendre. C'est ce qui manque le plus aux start-upers camerounais. Donc, il a trouvé quelqu'un qui lui a dit, je sais comment vendre ton idée pour que les gens puissent te donner déjà l'argent pour continuer à développer. Il s'est associé à la personne, il lui a donné des parts. En 2010, c'est vrai que Facebook avait commencé à être rentable et il y avait des prévisions de rentabilité énormissimes. Le gars dit, bon, pour l'instant, je détiens plus de 80% de l'entreprise. Ça me sert à quoi? Si aujourd'hui ça tombe, je suis mort. Parce que tous mes œufs sont dans le même panier. Donc, je vais entrer à la bourse, je vais vendre mes parts aux gens et je vais devenir milliardaire. Facebook est entré en bourse, les gens vont acheter les parts de Zuckerberg partout, ses parts ont diminué. Et lui, il est devenu milliardaire et l'entreprise fonctionne avec un tas de personnes qui n'étaient pas là au départ. C'est ça la vision de base quand on crée une entreprise. C'est de dire, à un moment, je dois être indispensable à la structure. Et donc, nous voulons créer ce style d'entreprise, des structures pérennes, des entreprises qu'on peut multiplier, des entreprises pour lesquelles on n'a pas besoin d'un individu ou de deux individus qui vont s'asseoir là et être à la tête, la queue, le début, la fin, l'alpha et l'oméga. Sur le plan des emplois directs, nous tablons sur un peu plus de 25 000 emplois directs. Et 300 000 personnes sorties de la pauvreté. 300 000 personnes sorties de la pauvreté, pourquoi? Parce que d'après les statistiques, et vous serez d'accord pour ceux qui sont déjà des responsables avec moi, d'après les statistiques, un Africain qui travaille et qui gagne de l'argent est responsable d'au moins 10 personnes dont il a la charge. L'école, la nourriture, le déplacement et tout ça. Ça, c'est une statistique qui s'avère implacable. Parce que dès qu'un Africain, généralement dans une famille, si vous avez 7 enfants, si on fait trop, il y a 2 qui auront un bon travail. Le reste est dans la débrouillardise. Et quand on est dans la débrouillardise, ce sont les 2 qui ont le bon travail, qui gagnent tout le mois. Il faut gérer la mère, le père, les neveux, les oncles. Donc, quand vous faites 30 000 Camerounais de la pauvreté du système D, vous avez amélioré les conditions de vie d'au moins, ça c'est au moins 300 000 Camerounais. Et c'est ça nos premières statistiques pour nos premières prévisions les 5 premières années. Yacine Monti, s'il te plaît. Plan qualitatif, parce que c'est ça que nous voulons aussi. Qu'est-ce que nous visons? Nous voulons une communauté plus soudée. On a l'habitude de dire que l'Afrique noire est la partie du globe la plus violente. Et certaines personnes disent que c'est en fonction de notre configuration, parce que même aux États-Unis, la communauté noire est la communauté la plus violente. Les gars se tirent dessus à longueur de journée. Rien. Pour un, tu ne m'as pas dit bonjour. Il est pompier, ça devient. C'est fini. Prison, mort, pleurnicherie, vie gâchée. Mais à l'observation, on se rend compte que le problème de la violence en Afrique noire ou dans les communautés noires, ce n'est pas parce que ce n'est pas dû à une configuration physiologique, parce que nous avons les mêmes cerveaux que, le même sang bleu que, le même sang rouge, autant pour moi, que les mêmes façons de réagir que. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans un environnement où la pauvreté, la sécurité est en danger. C'est d'ailleurs ce qu'Abraham a schématisé. C'est en bas, sur l'échelle de la quête des besoins. Vous avez les besoins physiologiques. Ensuite, vous avez les besoins de sécurité. Après cela, les besoins de stabilité. Ensuite, vous avez les besoins d'estime. Et pour terminer, vous avez les besoins d'estime de soi. Et pour terminer, vous avez les besoins de réalisation. Il dit quoi? Quand que quelqu'un a un problème pour se nourrir, se loger et s'habiller, dans son foyer, fera une maison. Même si c'est qu'on va l'arrêter, ce n'est pas un problème pour lui. Parce qu'il a faim.
parce qu'il a soif, parce qu'il marche nu, parce qu'il dort dehors. Du coup, tu lui dis, attends, tu vas risquer ta vie, il te dit, j'ai la vie. C'est en fait ça le problème dans une communauté où il y a la pauvreté. Le problème dans une communauté où il y a la pauvreté, c'est que les gens sont là de l'insécurité. Les gens discutent rien. Les gens s'entretuent pour rien. Donc, avec cette formation, c'est plus soudé, une communauté d'entraide, une communauté où les uns et les autres veulent avoir une expérience positive dans la vie de ceux qui plus où les gens voient leurs conditions de vie en même temps que leur relation avec le divin, avec eux-mêmes, leur relation avec leurs prochains amis. Parce que c'est ça, en fait, notre défi. Avoir une communauté où les gens sont heureux. Pas juste où ils ont leurs besoins remplis, mais où ils sont réellement heureux, épanouis parce qu'ils aiment, ils vivent la vie qu'ils veulent et surtout, ils vivent la vie qu'ils veulent sans avoir à sacrifier l'être profité, leur tranquillité et leur paix intérieure. Je vais conclure sur cette petite phrase, sur cette petite phrase et une vidéo. Une vidéo qui présente le rêve. Bon, malheureusement, on va bien lire, mais la phrase parle de la valeur de l'éducation dans une société. La phrase parle de la valeur de l'éducation dans une société et une dame que j'admire depuis un peu plus de 2 mois que je suis en train, que je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, Fatoumata Sidibé Diarra, qui est une avocate au barreau de Paris et surtout dans le cadre de l'Afrique, qui est l'une des têtes pensantes du projet Mansa, qui est piloté par Alain Foucault. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit, revenir à cela, à des individus sur des Africains, à des Camerounais plus réunis, plus ensemble, plus respectueux des règles, plus respectueux des valeurs que nous portons. Si la vidéo est prête, je voudrais que nous regardions quelque chose qui, pour moi, est un rêve. Mais c'est un rêve possible pour chacun de vous qui a une ambition dans la vie. Nous voulons créer, avec les jeunes qui vont passer par le Business School, des socles de construction des entrepreneurs et de diffusion de la richesse de manière massive. Donc, je vais nous laisser regarder cette vidéo et je viendrai introduire l'intervenant suivant. Elle pilote aujourd'hui une société familiale de près de 800 salariés qui réalise un chiffre d'affaires de 40 milliards au CFA. Le patron Ici, Sedima a investi 3 milliards de francs CFA pour créer le plus grand couloir d'Afrique francophone. Tout est fait pour reproduire les mécanismes de couvage naturel. Les œufs éclosent dans ces immenses machines à une température de 37 degrés exactement. Capacité de production, 30 millions de poussins par an. Je vous présente le poussin Sedima. Ils viennent de naître là il y a peut-être 4 heures de temps. Donc quand on dit un poussin d'un jour, c'est vraiment le poussin d'un jour. Dans cet environnement, Anta Babakar se sent comme à la maison. J'ai grandi en voyant se faire, en voyant mes parents faire le poulet, en voyant ma mère s'occuper de l'élevage des pontes. Tous les jours, en rentrant de l'école, avant de monter dans la maison, on passait par le couloir. C'est le père d'Anta Babakar qui a créé l'entreprise en 1976. À l'époque, Sedima était un pionnier dans l'aviculture au Sénégal. Très tôt, il a compris qu'il devait investir toutes les étapes de production du poulet.
Les poulets sont élevés dans les fermes de l'entreprise, mais surtout par des fermes partenaires qui assurent 70% de la production de la marque. Pour l'abattage, en revanche, c'est Sedima qui est à la manœuvre. Et là encore, l'entreprise a investi. En 2017, l'entreprise a installé le plus grand abattoir d'Afrique subsaharienne. Ici, tout est automatisé. Abattage, plumage, nettoyage et découpe. L'usine a coûté 11 milliards de francs CFA, mais l'investissement sera très vite rentabilisé, car ici, Sedima peut produire jusqu'à 4000 poulets par heure. Et c'est Maïmouna Faye qui supervise la chaîne de production. Il faut bien arranger les poulets, il faut plier les ailes derrière, fait comme ça, là. Tu ranges, voilà, tu ranges. Ne laisse pas sur la table. C'est dans cette usine que les poulets de la marque Terral sont produits, des poulets livrés frais ou congelés. La demande est séparée en deux. Il y a les poulets congelés qu'on met dans les congélateurs, dans le tunnel pour congeler. Il y a des poulets frais qu'on livre directement à les clients. Cet abattoir, c'est le grand projet d'Anta Babacar. Depuis qu'elle a pris les rênes de Sedima, la jeune femme voit les choses en grand. Et pour atteindre ses objectifs, elle a renouvelé l'effectif de l'entreprise. C'est vrai que ça parlait d'une ferme et vous n'êtes pas tous concernés par la ferme. Mais en fait, c'était projeté à dessein pour dire, voilà des choses que les gens font en Afrique. On ne va plus, généralement, quand vous prenez les exemples des entrepreneurs hors d'Afrique, les Africains, vous dites que non, mais ça se passe en Europe, ça se passe en Amérique, c'est pas la même chose, mais c'est en Afrique. Quelque chose en Afrique. Donc, nous voulons reproduire, nous voulons remettre au bout du jour le rêve africain. Nous voulons que les Africains recommencent à penser que tout est possible, que c'est possible quand tu as ton projet de ne pas commencer à le réaliser et caler sur place. C'est possible d'avoir un rêve qui rapporte le milliard. C'est possible de construire une société dans laquelle tout le monde est bien. Tout le monde reçoit ce qu'il a à recevoir. Tout le monde vit la vie qu'il a envie de vivre. Maintenant, on ne peut pas avoir tous le même rêve. On n'a pas tous les rêves de milliards ou les rêves de millions. Mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que pour pouvoir atteindre un certain type de résultat, il faut avoir un certain type d'action. Le problème, c'est que pour atteindre des résultats extraordinaires, il faut mettre en place des actions extraordinaires. Et pour nous, c'est ce que le Business School est pour le niveau de la formation et de l'encadrement. Nous allons lancer les hostilités avec la formation en ce qui concerne le marketing digital et la vente d'ici le mois de début septembre. Nous allons former également les mentors à la base qui sont les leaders de la coopérative. Les former parce qu'ils vont suivre un programme qu'on appelle le mentoring programme. Ils vont être formés pour comprendre comment est-ce qu'on peut s'engager à recevoir cette vie pour ceux qui sont plus jeunes et à donner aussi et à apporter aussi cette vie pour ceux qui ont déjà la capacité de le faire. Point d'interrogation. Merci beaucoup pour l'écoute attentive que vous m'avez accordée, qui va nous entretenir sur divers thèmes, mais qui va rester dans le contexte du thème du jour. Cet intervenant, c'est celui qui est à l'idée du projet 3CIG COPCA. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est le directeur général juste parce qu'il a un certain nombre de démarches à faire. Nous ne pouvons pas prôner la mise sur pied du système et l'abandon du principe de la chefferie pour la reproduire dans la structure. Mais bon, nous sommes en train de travailler. Nous travaillons ensemble depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, nous avons atteint un cap qui nous permet de communiquer. C'est pour ça que nous communiquons. Donc, je vais vous prier de recevoir en général, j'ai nommé Modeste Zenfan. Wow. Merci, merci de introduction pour cette brillante présentation.
que j'espère que vous avez aimé. Beaucoup. Wow, merci. Pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, elle m'a déjà présenté, elle a dit je suis Modeste Zenfan. Elle m'invite à partager avec vous pourquoi de ce que nous sommes là et pourquoi le thème d'aujourd'hui. Ça, nous l'avons choisi et je pense qu'on va même s'arranger à rester sur le même thème ou plutôt pendant peut-être tout le mois d'août et même le mois de septembre jusqu'à ce qu'il y ait le lancement. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons conscience dans laquelle se trouve l'Afrique en général. Mais à regarder seulement ce qui se passe dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, on a vraiment très mal au cœur. Parce que la jeunesse est là, elle a fini d'aller à l'école. Elles ont fini. Faire. Et du coup, $105 hectares où ils voulaient avoir le premier modèle de la chaîne avicole au Cameroun et autres. Mais malheureusement, ce que nous travaillons, ils n'ont pas compris. Et ça, parce qu'on n'a pas pu lui dire, juste le dire félicitations. Et de faire un accord avec lui, de dire nous allons travailler pour que ce projet ne meure pas. Le stress l'a suivi et tout ce qu'on a appris à un moment, c'est qu'il a rendu l'âme. Et j'ai changé avec lui quelques temps avant son décès, peut-être une semaine avant. La seule chose qu'il me disait, c'est que ça ne va pas. Et quand on lisait dans nos échanges, on se rendait compte de ce que il est en train de mourir parce qu'il a pensé grand, il a vu grand. Il a voulu que les uns et les autres se joignent à lui pour qu'on voie ensemble grand, mais il n'a pas été compris. Et du coup, comme les Camerounais sont, je mets mon argent tout de suite, il faut que ça produise demain. Un an après les initiatives qu'il avait prises, il n'y avait pas de résultats, ce qu'ils entendaient. Bon, imaginez ce que ça donnait. Donc, quand je vois cette vidéo, je pense à lui et je vous vois, je me dis, est-ce qu'on peut véritablement tirer ou plutôt mieux cerner le message qu'on veut passer dans cette vidéo? Parce qu'on a parlé d'une chaîne avicole. J'ai encore vu la première vidéo j'ai regardé la première vidéo qui est passée, des questionnements qui surgissaient dans cette vidéo. Elle a même demandé à la fin, est-ce que les jeunes étudiants qui sont dans la salle ou qui sont en ligne se sont retrouvés dans la vidéo? Elle a semblé que ce n'était pas trop le cas. Mais vous allez mieux comprendre quand vous allez finir avec l'école. Et que vous allez vous retrouver 2 ans après, 3 ans après, à faire concours sur concours. Donc, est-ce qu'on peut applaudir pour Madame Bou, qui doit être un modèle pour la jeunesse africaine aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'elle a trop vite compris et elle se dit, je ne suis pas la plus intelligente. Et elle a même pris un peu les exemples qu'elle avait à l'école. Et elle a compris qu'en fait, pour réussir dans cette vie, il ne faut pas être logique, il ne faut pas seulement être en train de faire du copier-coller. Elle a décidé de ne pas faire comme les autres, aller à l'école, avoir des bonnes notes, obtenir des meilleurs diplômes et puis porter son sac à la recherche d'un emploi. Elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Et à développer, on a dit l'entrepreneuriat, c'est clair. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut bien des meneurs et des suiveurs. Et nous, on a décidé d'innover. En ce sens que toute personne doit se sentir entrepreneur. Même dans le sens du travail, on doit entreprendre. Parce qu'on entreprend pour amener l'autre à pouvoir servir
et avec fierté et autres. C'est aussi ça, entreprendre. Encadrer des gens de son équipe à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et que le résultat soit celui qu'on recherche. Et c'est pourquoi nous avons notre niveau d'intellect de dire on redescend, on recommence. Moi, j'ai fait pareil. Ce que je vous dis, je vous partage mon processus. Et c'est ça qui m'a inspiré. Et quand je vous vois, je suis fier. En fait, quand j'ai compris, je m'apprêtais à m'inscrire également, comme tout le monde, dans des écoles de formation. Pourquoi pas aller même à l'université? Parce qu'il faut avoir des diplômes pour dire aussi j'ai un master, j'ai un doctorat. Mais après, je me suis très vite rendu compte que, en fait, ce n'est pas ça qui donne l'argent, ce n'est pas ça qui crée la richesse. Mais ce qui crée la richesse, c'est d'aller apprendre auprès de ceux qui ont déjà fait le processus et qui ont réalisé quelque chose. C'est ce qu'on appelait le mentorat. Donc, c'est là que 3HCG a donc décidé de procéder par un système de mentorat pour encadrer cette jeunesse qui a soif de réaliser des grandes choses, que ce soit dans le monde de l'emploi ou que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on lance cet appel. Je m'adresse à ceux qui sont en ligne, je m'adresse à ceux qui sont dans la salle, parce que quand je regarde, on a des gens au-delà de 40 ans dans la salle, ou du moins au-delà de 35 ans dans la salle, et on a des gens qui ont moins de 30 ans dans la salle. Ça veut donc dire que ceux qui ont plus de 35 ans et beaucoup plus, même plus de 40 ans, ont une grosse expérience de la vie. Si nous acceptons, non, je nous souhaite et je nous invite à comprendre l'appel qu'elle a lancé. Cela dit, nous nous mettons à l'école de la vision de 3HCIG, à comprendre ce qu'on attend de nous en qualité d'encadreur, ce qu'on appelle des mentors. Et de là, maintenant, nous allons pouvoir tenir facilement la main à cette jeunesse qui, aujourd'hui, si vous regardez, ils ont le bac, ils ont la licence, ils ont le master. D'autres ont même le doctorat. Ceux qui ont le doctorat, peut-être qu'ils ont la chance d'être des enseignants ou des masters. Mais quand tu rentres dans leur quotidien, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai une fois posé la question, et je peux la poser également à vous. Hein. Quand vous allez en Europe, combien de ministres dans les États en Europe sont des professeurs d'université ou des docteurs? Ils sont rares. Je n'ai pas souvent entendu parler, honnêtement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des laboratoires, ils sont dans des structures de formation pour former la jeunesse. Et c'est pourquoi ils s'industrialisent facilement. Mais notez que nous avons la chance aujourd'hui parce qu'on a des parents, on a des aînés qui comprennent. Et c'est pour ça que la partie formation, la partie business school, les premiers que nous sollicitons, c'est ceux-là qui ont de l'expérience. On a rencontré des professeurs, des éminents professeurs d'université, chercheurs. Quand ils nous ont écoutés, ils ont dit « Waouh, pourquoi est-ce qu'on ne s'était pas rencontrés depuis ?» Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils prônaient, c'est ce qu'ils essayaient de faire passer, même en haut lieu, mais ils n'étaient pas compris. Mais aujourd'hui, de voir que dans le secteur privé, 3HCG, ils pensent et créent vraiment cette chaîne de valeur, pour eux, c'était magnifique. Donc, c'est pour dire qu'en fait, le processus est déjà lancé. Et nous sommes en train de sélectionner, de travailler avec ceux qui peuvent véritablement constituer la première fibre, les premiers mentors du système. Et c'est avec eux, dans des domaines bien différents, que nous allons pouvoir le lancer. Vous allez remarquer, ici déjà, qui est le siège par excellence de formation de 3HCIG, le processus est de lancer dans le domaine informatique et digital, où on a des étudiants qui sont en train de faire leur stage académique, parce qu'en fait, ils ont des rapports à fournir, et ils ont compris, ils ont dit, ils vont également s'inscrire pour faire des stages professionnels. Parce que le défi qui est lancé, c'est quoi? C'est qu'on va exactement faire comme chez les anglo-saxons. Un pied à l'école, un pied au travail. Le business school, l'école des affaires. C'est ça que je vous invite, les jeunes. La plupart, vous n'avez pas lu. Lisez beaucoup de livres européens que vous avez, notamment l'entreprise du XXIe siècle. Et je vous dis, attention, sur la tête marketing des réseaux. Parce qu'en fait, ce n'est pas excellent qu'on comprend ce qu'on a fait se tenir en siècle pour être un réel entrepreneur. Participer de toi à CIG, je vous rassure que
fin septembre, le target qu'on s'est donné, on aura déjà ce modèle que nous recherchons. Et c'est avec eux que nous allons pouvoir lancer les premiers projets qui vont démarrer en 2025. Ce ne sont pas les projets qui manquent. Pour les projets, il y en a. Aujourd'hui encore, allez dans la salle, nous avons rendu visite à un de nos membres promoteurs, et qui nous a connecté à son partenaire qui, lui, est en Europe. Quand on arrive là-bas, waouh, la vidéo de la ferme qu'on a vue, ils sont dans le même processus. Ils font déjà, ils ont déjà une couveuse où ils partent des poussins d'un jour au poussin de chair, au poulet de chair. Et quand elle a vu encore la vidéo, je dis waouh. Aujourd'hui, on parlait de ça, c'est comme si, je ne sais pas, Dieu a tout arrangé pour qu'on aille sur le terrain, et quand on revient, on prend ça comme étant une vidéo pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, nous avons déjà ces talents. Et nous pouvons, à partir des modèles qui existent, faire de ces sites, les sites de la pratique de l'école que nous mettons. C'est pourquoi on parle de système mentorat. Parce que tout mentor chez nous doit appartenir à une structure qui existe et qui fonctionne déjà. Tout mentor doit être en même de se prêter à la formation de 3ACG pour que nous l'accompagnions dans son domaine ou dans sa spécialité, pour que son activité puisse être un miroir. Parce que ce qui fera notre force, c'est de créer des modèles, d'amener la jeunesse à se former et de les accompagner à aller installer la même chose ailleurs, ou de les envoyer aller gérer pour là où on est en train d'installer, on a besoin de la main-d'œuvre. Et c'est de cette manière que nous allons pouvoir relever le défi et de sentir que nous aussi, nous avons été sur terre. Pourquoi? Parce que, j'aime bien le dire, ce n'est pas un fait du hasard qu'on soit né au Cameroun. Et pour la plupart, dans des familles ou des localités pauvres. Il suffit seulement de regarder autour de nous pour comprendre qu'en fait, la pauvreté, c'est nous. On va passer dans la tête. Mais une fois que nous avons compris que ça nous attend, le développement de tout ce qui est autour de nous, waouh, on intègre les concepts comme les nôtres, puis ça se réalise facilement. On aura non plus un problème d'argent. Parce que beaucoup de gens vous disent, waouh, vous rêvez. Est-ce que vous aurez de l'argent? On a des partenaires avec qui nous avons signé des accords, qui sont prêts à nous accompagner. Mais la question qui nous a posée, c'est que où sont les hommes pour la mise en œuvre de ce que vous dites, la mise en pratique de ce que vous êtes en train de dire? C'est pourquoi nous sommes rentrés à dire, commençons par la base. Puisque le concept, c'est l'école des métiers, la banque d'investissement, le cautionnement mutuel. D'où, on a dit, on met la banque d'investissement en troisième lieu. Premièrement, il faut qu'on forme, comme on a dit les mentors, on forme la jeunesse et nous constituons cette communauté modèle. Et à partir de là, maintenant, ce n'est pas un problème d'investissement qui va se poser. Donc voilà, pour vous dire en fait que le problème, chacun doit se sentir concerné, chacun va se dire, le problème, c'est moi. Et est-ce que de ce qui est en train de se dire, ce que j'ai écouté, ce qui est en train de se dire, je suis en train de jouer mon rôle. En ligne, nous avons des gens qui nous suivent depuis le Congo, depuis le Tchad, d'autres villes au Cameroun, parce que nous avons dit, nous voulons en faire un modèle et que chacun ramène ça chez lui. Donc, ça veut dire qu'en fait, il est question que, soucieux de votre localité, soucieux de votre pays, vous devez prendre part ou nous mettre en contact avec toute personne qui pourra être ce qu'on a appelé des mentors, parce que la formation, on a dit, et ce qui est bien, c'est que pour être formé ici dans le concept, ça ne vous demande que d'adhérer en vous inscrivant. Parce qu'elle a bien dit, les formations vont être subventionnées. Pourquoi on a pensé à travailler sur cet aspect? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui quittent le Cameroun pour aller se faire former à l'étranger, alors que les mêmes formations, on peut les avoir ici. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de jeunes qui vont aller se former à l'étranger. Moi, j'ai par exemple mon fils qui est en Turquie. Il y est allé parce qu'il n'y avait pas où le former dans sa spécialité au Cameroun. Et la condition pour qu'il aille, c'est que tu pars et tu reviens. Il est venu faire un tour, il s'est rendu compte qu'effectivement, ce que papa disait, c'était vrai. Il m'envoyait parce que derrière, il y aura à faire. Et régulièrement, on échange, il est en train de se préparer à être un grand industriel pour les besoins de machines, appareils et autres dans nos industries.
Parce que là, il fallait sortir pour le faire. Voilà le type de formation où on voyait nos enfants se former à l'extérieur. Mais nous autres qui avons eu des formations, que ce soit dans le cas pratique ou par l'école et autres là, il est question qu'on vienne, on est en train de travailler avec les partenaires. Je vous donne partage ces informations avec vous. D'ici le 15 août, on aura déposé le projet de l'école des métiers de 3HCIG pour montrer comment est-ce que les zones de production vont être transformées en écoles pratiques. Pour montrer comment est-ce qu'à partir des centres comme ceci, nous allons pouvoir recruter la jeunesse qui en fait ne déboursera que les frais de leur adhésion. Et de là, vous convenez avec moi que si nous faisons une très bonne communication, nous pourrons donc atteindre notre objectif, même en cette fin d'année, qui est celui de former déjà la première cuvée dont on a annoncé avec 6 000 jeunes. Parce que mobiliser 6 000 jeunes, ce n'est pas compliqué. Il suffit que chacun d'entre nous qui a compris passe l'information à d'autres personnes et ça va se faire. Donc, c'est pour ça que je veux donc que la suite soit interactive, qu'on se comprenne très bien sur qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les difficultés. Nous sommes là pour vous répondre, pour vous permettre donc d'aller et d'établir la connexion avec ceux qui ne sont pas venus, ceux qui ne sont pas connectés, et que notre objectif de fin d'année soit lancé. Avec les mentors que nous allons recruter et sélectionner les activités avec lesquelles nous allons démarrer, avec des entrepreneurs, nous allons mettre à leur école pour qu'ils apprennent d'eux, et avec les cadres de mise en œuvre que nous allons former également pour qu'ils partent déjà gérer les premières entreprises ou les premières structures qui vont bénéficier de l'accompagnement. Donc, voilà pourquoi nous vous invitons, que ce soit ceux qui sont en ligne, si en ligne, il y a des gens qui ont des questions à poser ou des contributions, parce que ça, c'est également permis, n'hésitez pas. Dans la salle, sentez-vous à l'aise de poser des questions. Parce que toutes les séances que nous faisons maintenant, nous recherchons les partenaires clés du lancement de l'école des métiers. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, les jeunes, comme les parents, posez vos questions. Et quand on part d'ici, on prend l'engagement de ce qu'on en fait notre affaire. Merci. Et la parole à qui veut la prendre pour des questions ou des contributions. C'est calme. Ça veut dire qu'on a très bien compris. OK. Azia, on dit qu'il n'y a pas de questions. Puis tu as tout très bien expliqué. Et peut-être qu'on devrait s'arrêter là. Bon, le temps que vous réfléchissez à poser des questions, je veux attirer notre attention sur un fait. Sur, comment je vais appeler ça? Sur ce qui va faire la force et la réussite de tout ce que nous sommes en train de lancer. En fait, il faudra déjà que tout ce que nous allons faire, qu'on mette l'homme au centre. Qu'on mette l'homme au centre. C'est pourquoi nous avons des personnes ressources qui vont nous former sur les valeurs et les fondements à respecter pour réussir dans un projet comme celui-ci. Parce que quand on parle de formation, ce n'est pas forcément celle qu'on a eue à l'école. Hein? Non. Il est question pour nous de nous assurer qu'on a véritablement compris l'importance de se mettre ensemble et de réaliser ce grand chef-d'œuvre. Dans l'amour du prochain. Parce que 3HCIG pour réussir a dit, je construis l'homme tout en me construisant. C'est pour cette raison que chacun d'entre nous ici, c'est clair, a un rêve. Et notre rôle, c'est de vous accompagner à réaliser votre rêve à partir du Business School. Et avec tous les mentors que nous aurons dans domaines, spécificités, services et produits différents, pour vous permettre d'être la meilleure version de vous-même. Donc, cet aspect, il faudra bien qu'on comprenne. C'est pourquoi, très rapidement, les premières formations, ce sera, on appelle ça formation en mindset, formation en développement personnel. On va connecter avec des coachs. Et ça, je crois que ce sera les premières formations que nous allons lancer. Pour qu'on se comprenne d'abord, pour qu'on s'accepte mutuellement et qu'on sache tolérer les manquements des uns et des autres. Et qu'on sache également accompagner l'autre à se découvrir et à changer dans le sens de ce que nous recherchons. Ouais, ça, c'est des choses, il faudra qu'on s'y prête déjà.
Donc, je dis encore à vous, parce que j'aimerais bien vous poser la question de ceux qui sont là. Qu'est-ce qui vous captive par rapport à tout ce qu'on fait? Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de nous? De tout ce qu'on a partagé, qu'est-ce qui vous captive? Qu'est-ce qui vous motive? Parce que quand je regarde, ils sont nombreux qui viennent, ils sont réguliers. Il y a quelques nouvelles personnes, de nouveaux visages que je n'ai pas trop l'habitude de voir. Mais maintenant, est-ce qu'ils se trouvent vraiment dans ce qu'on leur a demandé, qu'on leur a annoncé en ligne? Et maintenant, pour les anciens, partageons vraiment. Parce qu'on a dit, ce n'est pas une conférence où on vient en parle. C'est pour cette raison qu'on préfère se réserver à répondre à vos questions pour permettre davantage d'édifier la vision, sans qu'on va être en train de se répéter. Donc, je voulais bien qu'on partage. Je voulais bien qu'on participe. OK, voilà. Maillot jaune, la jeunesse. Attends, je peux te donner le micro parce qu'il y a des gens en ligne. Bonsoir à tous. Vraiment, ce qui me captive à venir ici, c'est le développement personnel. Parce que ici, on prône le leadership. Et pour vraiment être un bon leader, il faudrait déjà connaître un certain nombre de choses. Parce que, comme il est dit dans la Bible, le peuple périt faute de connaissances. Alors, c'est la connaissance que je cherche. Et c'est pour cette raison que je viens ici. Wow. Dit par un jeune, ça me touche. Et j'apprécie. En fait, il a commencé par un point, hein, le leadership. Beaucoup de jeunes se disent être leaders aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais quand on va dans les faits, est-ce qu'ils sont des réels leaders? Je pose encore la question. Depuis qu'on est à l'école primaire, au secondaire, à l'université, est-ce que régulièrement, on nous enseigne le leadership? Donc, comprenez donc que ça, c'est le cadre par excellence pour véritablement explorer c'est-à-dire le leader, ou bien mettre en exergue le leader qui est en nous. Quelqu'un m'a posé la question, je pense que c'était hier, est-ce qu'on est leader? Je lui ai dit non. Mais quelque part, je lui ai encore dit, il y a des gens qui ont le sens du leadership chez eux, étant même tout petits, vous les voyez rassembleurs et autres là. Mais si on n'encadre pas, ça meurt. Mais il y en a qui ils sont timides, mais ils sont dans des cadres comme ceci, et très rapidement, ils se découvrent. Donc, en fait, c'est que la qualité de leader est innée. On l'a tous en nous. Maintenant, dépendant de l'environnement où on est, ça se développe ou ça se meurt. Ça se développe ou ça se meurt. Donc, par conséquent, nous, avec l'école des métiers, c'est ce que nous avons appelé les entrepreneurs. En fait, c'est les leaders. Donc, celui qui sent qu'il veut être un leader, qu'il participe à tout ce qu'on fait. Et ça va naturellement lui permettre de se découvrir et nous, maintenant, de l'accompagner pour qu'il soit le meilleur. On n'est pas leader seulement en étant entrepreneur, hein? On est leader en étant chef d'équipe dans une structure. Donc, il ne faut pas qu'on réserve ça seulement aux entrepreneurs. Non. J'ai dit tout à l'heure qu'on entreprend même dans le travail, n'est-ce pas? OK. Donc sentez-vous concerné par tout ce qui est en train de se dire. Et dites-vous, je suis un leader. Maintenant, pourquoi vous avez vu dans lancer le micro? On prend la personne en ligne. La personne se présente, elle nous dit d'où elle intervient et elle pose sa question. Bonsoir tout le monde, vous m'écoutez? Je suis écoutée là. Oui, très bien. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui ont bien donné un temps à
à cette séance de travail, à cette invitation de la 3CG. Alors, je m'appelle Choueno Yufan Mounet, je suis promotrice de la 3CG dans le domaine tourisme, hôtellerie, restauration événementielle. Je suis diplômée de l'école, je suis diplômée en Hospitality Management à Events, l'école hôtelière de Genève. Alors, ma question est la suivante et elle s'adresse à Madame Stéphie Beau. Étant donné que la 3SCG promeut un financement à hauteur de 0% d'intérêt, quelles sont les stratégies qui seront mises sur pied pour que cet argent soit remboursé, l'argent alloué soit remboursé? Et également, quelles sont les stratégies qui seront mises sur pied pour que l'argent soit rentabilisé? Merci. Oui. Asia va répondre à la question de Monet en restant dans le cadre du business school. Pourquoi ne sortez pas du sujet? Parce que c'est clair que des formations que nous sommes en train de faire, c'est pour produire de la richesse. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Merci, Asia. Ok, merci beaucoup à Maman Monette pour ta question. Alors, comment est-ce qu'on travaille sur la rentabilité puisque les taux sont à 0%? Nous pratiquons la finance islamique et dans le contexte de la finance islamique, on travaille sur ce qu'on appelle le principe des 3 P, partage des pertes et des profits. Maintenant, dans la finance islamique, quand on dit partage des pertes et des profits, et puisqu'on ne veut pas perdre, et puisque la perte va entraîner la perte de confiance de l'investisseur et qu'on n'aura pas de quoi payer les charges du financier, la structure de financement, il faut donc travailler pour que la perte n'entre pas en jeu, qu'il y ait seulement le profit. Et donc, ça commence à la base avec la formation de l'entrepreneur. Ensuite, la formation, il faut travailler avec lui de sa ressource humaine parce que c'est un élément fondamental. On forme tout cet ensemble de personnes pour que ces personnes soient orientées comme nous le sommes vers le bien-être de l'autre. Parce que le principe, c'est quoi? C'est que les entreprises qui prospèrent sont les entreprises qui mettent le bien-être du client bien avant la satisfaction du client, bien avant toute autre chose. Parce que c'est derrière la satisfaction du client qu'on peut avoir de nouveaux clients, qu'on peut gagner le plus d'argent, qu'on peut faire du profit. Donc, il faut former les entrepreneurs, les maintenir dans un processus de formation continue. Il faut former ceux qui travaillent avec les entrepreneurs également en formation continue. Il faut mettre tous des entrepreneurs des systèmes. C'est la raison pour laquelle on a dit l'idée, les 2 premières années, quand on est un entrepreneur, c'est de recevoir un financement minimal qui permet de tester un produit minimum viable sur le marché. Financement minimum qui permet de tester un produit minimum viable sur le marché et de mettre sur pied autour de l'entrepreneur, ou plutôt autour du produit, le système qui va lui permettre de produire, de distribuer, de gérer la ressource humaine de manière quasi automatique. Ce qui s'automatise au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'international, crée des résultats. Tout système crée des résultats positifs. Donc, c'est en se reposant sur la formation, sur la mise sur pied des systèmes et sur l'accompagnement continu de l'entrepreneur qu'on va travailler sur la rentabilité. Maintenant, il y a un autre élément qui voudrait qu'on ne donne pas de l'argent à l'entrepreneur. On le met dans un écosystème global qui va permettre qu'il puisse recevoir ce qu'il va recevoir d'autres entrepreneurs qui ont été également formés comme lui et qu'il puisse produire sans avoir besoin à utiliser de l'argent parce qu'on sait que si l'argent entre les mains des entrepreneurs, c'est là que tous les problèmes vont commencer. Oh, maintenant, je suis un grand, il faut que je roule en voiture. Oh, maintenant, il faut que j'aille doter ma femme. Oh, maintenant, il faut que je construise la maison de ma mère. Oh, maintenant, il faut que je parte au Canada. On veut éviter ce genre de situation. C'est pour ça la formation, la mise sur pied du système et l'accompagnement continu. Tant qu'un entrepreneur a l'argent de la coopérative, il bénéficie de l'accompagnement des consultants qu'on sera constamment en train de former. J'espère que
Maman Monette est satisfaite ou plutôt a eu la réponse à sa question? Alors, merci, Madame Bou, pour la brillante réponse. Merci. OK. Dans la salle, c'est très timide. Quand il y a des gens que je lis beaucoup de choses, beaucoup d'envie en eux. Je veux vraiment que ce soit interactif. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de passer à l'action. Depuis, on a annoncé des partenaires qui sont connectés à nous, qui nous ont même demandé, pour le partenaire local, de lui apporter, de recenser déjà les gens qui participent à nos événements, de recenser leurs besoins en termes de projet et de nous montrer comment est-ce qu'on travaille donc pour qu'ils puissent accompagner. C'est pour cette raison qu'elle dit on va partir des petits projets pour construire des grands. Maintenant, dans la salle, si vous me dites que c'est OK, ça veut dire que tout le monde s'est déjà enregistré. Et puis, on est là seulement pour attendre de dire ça commence quand. Et tout le monde a véritablement compris. Ben, si oui, est-ce qu'on a compris le mécanisme de formation qui va être mis sur pied pour nous permettre d'être ce réel bénéficiaire? Est-ce qu'on l'a vraiment compris? Quelles sont nos inquiétudes par rapport à tout ce qu'on est en train de partager? Parce que souvenez-vous que de tout ce qu'on est en train de faire, ça ne doit pas être identifié à la personne que je suis. C'est nous. C'est nous. Chacun d'entre vous ici présent, dans la salle ou en ligne, est partenaire. Et elle a bien précisé, nous sommes là pour accompagner. Parce que quand la question devra connaître, à la réponse, on a compris que tout passe par la formation. Et si on est bien formé, il n'y a pas d'inquiétude. Parce qu'il y a des notions d'intégrité qu'on va s'assurer que des gens, qu'on va inculquer, valeurs d'humilité et autres. Et sans crainte, on sera en train d'aller accompagner les entrepreneurs à la réalisation de leurs projets. Donc, je veux bien vous écouter, la jeunesse et les futurs mentors qui sont déjà présents, pour qu'on s'assure qu'on s'est très bien compris. Bon, quelqu'un dira, il est en train de vouloir qu'on parle. Parlez. Et si vous ne parlez pas, ça veut dire qu'on va passer à l'action. Auquel cas, on a très bien compris, on passe à l'action. C'est ça? Qui est prêt à passer à l'action? Waouh, super. En fait, on dit, là, c'est ouvert. Il faut qu'on s'enregistre. Ceux qui ne se sont pas encore enregistrés, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Une des choses qui nous connecte véritablement à la coopérative, c'est de savoir que pour les jeunes, on est même seulement simple membre. Pour les futurs mentors, on est ce qu'on appelle membre promoteur. Parce qu'elle a dit la première formation, ce sera le mentorat. Donc, qui est dédié aux propriétaires de la coopérative, ce que nous appelons les membres promoteurs. Parce que souvenez-vous qu'on vous a dit, la coopérative, le conseil d'administration a proposé une libération de 30% des bénéfices pour bénéficier même seulement de la simple formation pour être un membre. Est-ce que sur cet aspect également, on a été très bien, le message est bien parti? OK. On dit oui, tout à fait. Wow, fantastique alors. Fantastique. Bon, maintenant, je vais laisser le soin, parce que vous savez, quand c'est comme ça, il faut que on édifie ce que nous faisons. Je vais inviter le jeune photo Michel. Il est très surpris. Parce qu'aujourd'hui, on était en a visité sa ferme. Et je lui ai dit, nous allons, avec son partenaire, faire de leur ferme un premier cadre de formation par excellence. Je veux qu'il partage son processus à lui. Déjà, découvrir ce que vous faites, travailler avec toute la chaîne de valeur pour pouvoir comment développer ce que vous faites. De ACG, à qui on a rendu visite aujourd'hui. Michel Photo, tu as la parole. OK. 5 minutes pour parler de toi. Bonsoir à tout le monde. C'est Michel Photo.
Bon, ce que je fais dans la vie, je n'ai pas été à l'école pour cela. Mais c'est juste que j'ai aimé ce que j'ai fait. Je commence tout petit dans une provenderie. Là, je n'étais que manutention. Donc, je ne faisais que la manutention dans cette provenderie. Je n'étais même pas là en tant que technicien. Mais déjà, dans ma tête, j'ai dit que je vais vraiment connaître. Ce qui fait que quand on envoyait les techniciens travailler, j'étais toujours derrière. J'étais toujours derrière. J'ai appris à la provenderie. Sorti de là, j'ai bossé avec des vétérinaires auxquels j'ai beaucoup copié. Ce qui me fait ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas été à l'école de formation, mais ce que je maîtrise en élevage, c'est beau. Ma vision, euh, les mots me manquent, vraiment. Pour une première fois dans cette maison la semaine passée, ils m'ont franchement touché. J'ai dit que je vais apprendre davantage. Je veux vraiment apprendre davantage. Donc, vraiment, les mots me manquent. Vraiment. Est-ce qu'on peut applaudir pour en fait, vous vous cachez et il faut qu'on découvre qui vous êtes. Et vous voyez, il passe là. C'est enregistré. C'est enregistré. Dans 5 ans, il va repasser ici. Il y aura des milliers de personnes en ligne. Mais je vous garantis, ça va être différent. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous montrer le modèle de personne que nous voulons former. Il part de rien. Il n'est pas complexé. Il sait accompagner les autres à faire ce qu'il sait déjà faire. Et puis, il a une vision. S'il se met à partager, c'est tellement émotif pour lui qu'il n'arrive pas à l'exprimer. Parce que quand on échange avec lui, elle est grande. Pour lui, il voudrait bien être l'un des pionniers. C'est vrai qu'il y en a qui existent déjà, mais être l'un des pionniers dans l'accompagnement des poulets, vous avez pantalonnés, c'est ça. Parce que c'est des races qui sont rares. Et quand on a échangé avec son partenaire en Europe, il nous a dit, on n'a pas de soucis, je n'ai pas de soucis de là où je suis pour déjà trouver les premiers poussins, c'est ça. Je n'ai pas de souci pour trouver les premiers poussins. Mais mon souci, c'est vous là-bas. Et il fallait que j'aille aujourd'hui et que je réalise qu'effectivement, c'est un garçon qui se bat. Il a donc besoin que nous tous là, on se mette autour de lui. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas allé à l'école. Mais nous sommes allés à l'école, non? Mais à force d'être autour de lui, est-ce qu'il finira par aller à l'école? Si, plus que nous. Je vous garantis, j'ai dit dans 5 ans, on ira visiter ce qu'il aura réalisé. Il va passer ici pour partager, pour édifier. Vous allez voir, ça va être différent. Pourquoi? Parce qu'il aura appris de nous. Je vais surprendre plein de personnes. Je suis quelqu'un qui a un souci de peau. C'est-à-dire que je sais les laits et autres, ça ne donne pas. Le seul lait qui a convenu avec ma peau, c'est ce qu'on appelle le mayanga. Ah, voyez, les gens se disent, non? Le mayanga. Et moi, chaque fois que j'allais, partout on voit le mayanga, j'achète ma bouteille de mayanga, ça veut dire que je me prends. On se moque de moi parce que ce n'est pas parfumé, ce n'est pas fait de façon. Mais un jour,
Je rentre à la maison, je trouve une bouteille, je lis là-dessus, c'est Mayanga, Coco Mayanga, si Mayanga, ça. Wow, le parfum. Je dis, oh, voilà les mentors que nous cherchons. Voilà les mentors que nous cherchons. Et curieusement, elle fut une invitée, elle est arrivée, et depuis, quand elle a Yaoundé et qu'elle sait qu'on est connecté, on est en salle, elle vient. Je veux aussi qu'elle partage avec nous, pour qu'on apprenne. Parce qu'en fait, beaucoup aujourd'hui, on dit femme ménagère. On croit que ça allait rester à la maison. Parce qu'on a des maris même qui ne veulent pas que vous allez chercher du travail, hein, parce que c'est à la maison. Mais quand tu es une femme qui sait utiliser ton téléphone, qui sait utiliser le digital, parce que là, de ce que j'ai compris, là, jamais partagé moi, mais j'ai compris que c'est une femme qui se cultive beaucoup sur le digital. Et quand on dit formation, elle demande permission à monsieur, elle va s'asseoir, elle apprend. Et aujourd'hui, avec elle, on est en train de réfléchir pour monter une industrie de fabrication d'huile naturelle, avec les ingrédients naturels. J'en ai essayé, c'est ce que j'utilise d'ailleurs. Depuis que j'ai découvert ça, j'en raffole. Est-ce qu'on peut inviter Madame Dongo pour qu'elle vienne nous inspirer? Parce que de ça aussi, il faut que vous compreniez. Je veux que la jeunesse comprenne qu'en fait, il y a à faire. Il y a à faire. Merci, maman. Je vais approcher le micro. Ok, bonsoir. Je suis Madame Dongo Dongo. Je suis entrepreneur. Je suis professeur de lycée d'enseignement technique à la base. Je vais essayer de parler de ce que je fais. Maintenant, comme je suis enseignante, si je parle beaucoup, pardon, arrêtez-moi. Alors, mon entreprise s'appelle Joyce for Life. Joyce for Life est née en décembre 2014. Donc, ça fait 10 ans que Joyce for Life est née. Joyce for Life est née à Djoum. C'est une petite île du Sud. Je suis envoyée à Djoum comme enseignante. Et quand j'arrive à Djoum, je dois enseigner la comptabilité normalement. Mais je me retrouve dans un CETIC qui n'a pas de filière dans mon domaine. Donc, j'enseigne un peu de mathématiques, un peu d'informatique. Et comme je ne peux pas l'oisiveté, parce que je ne suis jamais oisive, ça, jamais. Mes enfants disent toujours, maman, je m'ennuie, je ne m'ennuie jamais. Alors, une dame arrive à Djoum et elle veut enseigner aux autres femmes, apprendre aux autres femmes à extraire l'huile de cacao. Parce que Djoum, c'est dans la zone équatoriale. Ça m'intéresse. Quand il y a formation quelque part, comme l'a dit monsieur, ça m'intéresse. Je suis allée faire la formation et pendant la formation, elle a dit, on peut utiliser ce beurre de cacao pour fabriquer son au départ, plaisait et on me passait des commandes. Donc, voilà comment je me mets à fabriquer les savons. Ça, c'était mon activité première. Lorsque j'arrive à Yaoundé, je fabrique des savons et puis ça m'intéresse. Je fais des recherches vraiment sur Internet. Si je fabrique le savon au beurre de cacao, comment je peux faire pour utiliser, par exemple, la feuille qu'on appelle rouge fesse, donc qui est rouge d'un côté et verte de l'autre. Quels sont les nutriments de cette feuille? Pourquoi on l'utilise? Pourquoi est-ce que ça soulage les peaux des fesses des bébés, par exemple? Je fais des recherches. Comment est-ce que je peux introduire cette feuille dans mon savon? Voilà comment je me retrouve avec une dizaine de variétés de savons. Et entre-temps, tu peux fabriquer le savon, mais comment faire porter les nutriments de ces feuilles, de ces plantes que nous avons autour de nous? Je pense au mayanga. Donc, voilà comment je me retrouve à fabriquer le mayanga en introduisant dans ce mayanga-là tout ce que nous avons, toute la richesse que nous avons autour de nous pour soulager les peaux. Aussi, je parle
Je fais une remarque. Beaucoup de femmes veulent changer la couleur de leur peau. En fait, pourquoi? Parce qu'elles ne s'acceptent pas. Donc, à Joyce for Life, je me dis, comment est-ce que je peux faire pour qu'une femme utilise un produit, qu'elle se sente bien alors qu'elle utilise des produits naturels? Je vais dans du savon au mayanga, du mayanga au lait. Qu'est-ce que je peux utiliser autour de moi qui va illuminer le teint des femmes sans que ce ne soit le décapage? Je suis un peu plus noire que ça de nature. J'ai travaillé à fabriquer des laits qui illuminent le teint sans toutefois décaper. Donc, je suis un peu noire, mais quand vous me voyez, je reste naturelle. Je n'ai pas, donc, je n'ai pas de marque de décapage. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je sélectionne ce que la nature a de meilleur et j'essaye de le mettre à la les jeunes, les vieux, pour que chaque instant de notre vie devienne un moment de plaisir. Que le moment du bain soit un moment de plaisir, que le moment d'utiliser le produit cosmétique soit un moment de plaisir. Et je suis partie du cosmétique à l'alimentation. Donc, j'essaye de sélectionner le meilleur riz pour que le moment de me nourrir devienne aussi un moment de plaisir. Donc, je sélectionne ce que la nature a de meilleur à travers le cosmétique, à travers l'alimentation, pour fabriquer des produits qui nous apportent le bien-être. Nous nous sentons bien. Lorsque je me sens bien avec moi-même, ça permet que j'ai une meilleure intimité avec moi. Si je suis bien avec moi, forcément, je suis bien avec vous. Forcément, je suis bien avec mes enfants, je suis bien avec mon mari, je peux bien faire mon travail. Donc, ce que je fais, c'est d'accompagner des personnes à être bien avec eux-mêmes au travers de ce qu'ils font, au travers de ce que je peux offrir pour que je devienne la meilleure version de moi, que vous aussi vous deveniez la meilleure version de vous, qu'ensemble nous soyons des meilleures versions de nous pour que l'humanité soit meilleure. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Fantastique. Est-ce qu'on peut applaudir? Ok. Vous voyez, ça aurait été un crime de ma part. Qui nous inspire déjà de par son processus, son parcours. En fait, c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous recherchons. Nous voulons que chacun se découvre en ce que nous sommes. J'aurai l'occasion de partager sur mon processus à moi. Ça va surprendre plus d'une personne. Chacun d'entre vous aura l'occasion de partager sur son processus. Mais le tout, c'est quoi? C'est qu'on pense que nous allons réussir. On inscrit quelque part son rêve. Et tout ce qui reste à faire, c'est qu'on se mette ensemble pour le réaliser. Et ça, on va le faire. Vous voyez? Qui n'a pas envie d'être comme elle? Honnêtement, vous l'avez écouté parler. Nous allons travailler sur ces différents produits. Est-ce qu'en fait, on va encore aujourd'hui être en train de dire on va faire juste le savon des autres? Ils ont dit que ça peut faire ci, ça peut faire ça. Mais si vous allez même regarder, pour la plupart de ces savons, ça ne nous fait pas être naturel. Elle a dit, tu utilises mon savon, tu utilises mon lait. En fait, ça fait ressortir ton teint naturel. Parce que beaucoup de gens comme moi, je peux croire que je suis noir. Et si je me déshabille là, vous allez voir que c'est une couleur là. Pourtant, je n'ai pas fait de décapant et de danse. Tout simplement pourquoi? Parce que le soleil me... Mais moi, on m'a dit, les vertus du Manyanga font conserver ta... Et elle est en train de faire des recherches. Parce qu'elle dit, comment on mange, on se nourrit là? Elle peut également faire nourrir la peau à partir des nutriments. Vous voyez? Donc, en fait, ça, c'est le genre de mentor dont on est en train de préparer pour la jeunesse. L'industrie de cosmétique
va se mettre en place parce que vous aurez compris, vous serez venus tous à son école. On se comprend? Nous allons pouvoir consommer, manger des bons poulets parce que nous sommes allés tous à l'école de Michel. Tout passe par l'alimentation et l'entretien de soi, non? Ok, les gens me posaient la question, je dis, tu parles de marketing, tu veux qu'on aille apprendre du marketing, c'est pour vendre quoi? Vous commencez à voir ce qu'on va prendre, non? Bon, les informaticiens là, je vous avais appelé, j'étais content là. Travaillez déjà à trouver des solutions, n'est-ce pas? Autour de ça, il y a du boulot, n'est-ce pas? Il y a du travail. En fait, c'est ce qu'on veut. On veut que chaque jeune qui arrive ici, qui soit en train de faire des études commerciales, qui soit en train de faire des études de la comptabilité, je sais plutôt quoi, qui sente que dans chaque mentor qui passe, il y a de la place pour lui. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, ne partagez pas l'information en croyant que ça va être seulement les gens de votre domaine. Vos frères et autres là, donnez-leur les. Parce qu'ils sont dehors, ils cherchent à rentrer dans des activités, ils cherchent à s'occuper. Elle vous a dit, elle est enseignante, on connaît le programme des enseignants, pour moi c'est flexible, non? Qu'est-ce qu'elle a fait de ses temps libres? Elle a mis à apprendre, elle a fait ses propres recherches en bonne scientifique. Et le résultat, il est là. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour elle? Merci. Merci. OK. Il y a des questions ou bien on tend déjà vers la fin? Voilà. La technique me signale que si on continue là, on risque... Maintenant, la question que je vais poser, on a dit, on a tous des projets, n'est-ce pas? On a tous envie de réaliser. L'équipe maintenant s'engage pour que l'école des métiers, avec tous les programmes que nous allons sortir, puisse être effectif. Parce qu'il aura donné tout simplement l'information et lui-même se sera engagé. On a dit, l'école des métiers qu'on met sur pied, ce n'est pas seulement pour les jeunes. Elle vous a expliqué, elle allait à l'école. Après avoir fini avec l'école, l'école de là, c'est la meilleure école. Après avoir fini avec l'école qui nous a donné des diplômes, et j'aime bien dire, on y va, c'est pour avoir la connaissance. Parce qu'elle, si elle était allée chercher les diplômes, elle n'aurait pas eu cette connaissance, cette ouverture d'esprit et de réaliser ce qu'elle a eu à faire. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi on doit penser. Donc, je nous souhaite et je nous invite à nous engager et à être très actifs. Ne partez pas sans vous inscrire. Ne restez pas sans faire, c'est-à-dire sans participer à nos différentes activités. C'est de cette façon que nous allons construire cette communauté modèle. Parce que pour pouvoir avoir la formation, il faut avoir la communauté. On ne forme pas le vide, on forme des hommes. Nous sommes d'accord, non? Pour pouvoir avoir le système qu'on veut mettre en place, il faut avoir des hommes qui acceptent de s'asseoir et d'apprendre ou qui acceptent de venir donner. Donc, on va se séparer sur ce point et on va se dire, on se retrouve, on reste connecté à nos différents programmes. Nous allons, pendant peut-être, je pense, 2 semaines, jusqu'après le 20, il n'y aura plus de séminaire. Pourquoi? Parce que nous allons travailler à l'ouest. Nous allons travailler à l'ouest et on va être très rare à Yaoundé et à Douala, qui sont les centres par excellence de production. On va travailler sur des modèles des villes avec les différents maires, notamment le maire de la ville de Batié et les maires à Bafoussam. On a des rendez-vous qui sont déjà calés. Et après ça, maintenant, il faut revenir pour que Maman Asia et son équipe nous sortent le programme qui va nous permettre de reprendre, et notamment en nous appuyant sur l'école des métiers. C'est la raison que ça va revenir toujours école, 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 jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on ait cette communauté. Bonne soirée à tous et on reste connectés dans les groupes. Merci.